Il a été ministre d'État de la République du Sénégal, candidat aux élections présidentielles de 88, 93 et 2007. Il est statisticien, économiste, démographe, grand homme politique sénégalais. Il est président fondateur du Parti africain pour la démocratie et le socialisme, Ande Jëf. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Landing Savané. Que vous avez publié aux éditions Phoenix, Le grand tournant du XXe siècle, un regard africain sur le siècle des ruptures. Donc c'est le tome 1, donc ça veut dire que le tome 2 va bientôt sortir. En fait, l'histoire est plus compliquée que ça. Je vous montre ici un livre, c'est le même livre, le texte entier, qui devait sortir aux éditions Maguilène, Michel Lafon. Mais il y a eu un blocage de l'État du Sénégal, à mon avis. Parce que vous en avez parlé dans l'introduction, voilà. Mais vous n'avez pas précisé. Voilà, je n'ai pas précisé, c'est important de le faire. Et j'ai dû essayer de trouver un autre moyen pour faire sortir ce livre. J'ai rencontré les éditions Phoenix qui ont accepté de tenter cette expérience avec moi, qui ont sorti la moitié du document dans un premier tome. Donc le deuxième tome est en réalité disponible. Disponible, ouais. Parce que là, ça efface un peu, peut-être la principale critique qu'on aurait eue, c'est de dire que peut-être dans ce tome, vous avez vraiment parcouru tous les problèmes de démographie depuis vraiment beaucoup de millénaires, depuis le début jusqu'à présent. Donc on restait un peu sur notre faim, on se disait, bon, c'est vrai qu'il nous a fait une bonne leçon d'histoire. Aussi, c'est très documenté, c'est normal de la part d'un statisticien. Donc il y a beaucoup de chiffres. Mais on se dit maintenant, les solutions, il n'en parle pas. Mais bon, on voit qu'à la fin, vous dites que voilà, c'est peut-être dans le deuxième tome que vous devriez en parler. Voilà, comme je le dis, le deuxième tome est sorti même avant le premier, d'une certaine manière. Tout à fait. Puisque tout le livre est sorti. Le dernier chapitre s'appelle « Regard sur le futur ». Tout à fait. Donc c'est un ensemble d'hypothèses pour l'évolution du monde au cours des prochaines décennies. Exactement. Avec ma vision de cet avenir de l'humanité. Et c'est exactement ça, c'est ce qui nous a un peu manqué dans ce tome. Parce qu'on s'est dit que là, on a vu le statisticien et le démographe qui a parlé. Voilà. Maintenant, il y a l'autre aspect qu'on connaît le mieux, c'est celui de l'homme politique qui a peut-être sa vision. Vous avez cité beaucoup de gens qui ont donné leur vision des Occidentaux. Et nous, on attendait aussi, parce que le sous-titre, c'est un regard africain sur le siècle des ruptures. Donc, on attendait un peu ce regard-là. Le regard africain, pour être honnête, structure le livre. Parce que le regard africain, ce n'est pas seulement sur l'avenir, mais c'est aussi sur le passé. L'Afrique a sa vision du passé du monde, elle a sa vision du présent, elle a sa vision de l'avenir. Par rapport au passé, ce que l'on peut dire, c'est que, bon, en général pour l'Occident, on a tendance un peu à rejeter l'Afrique à l'arrière-plan dans l'histoire de l'humanité, alors que ce n'est pas notre vision. Si l'Occident a pu faire les progrès qu'il a fait au cours de l'histoire, c'est aussi beaucoup grâce à la participation africaine. Et bon, nous savons tous aujourd'hui ce que Cheikh Anta a rappelé, que l'Égypte... Mais est-ce que ce n'est pas de notre faute aussi, peut-être? C'est de notre faute, c'est pour ça que nous essayons justement, par des publications, de rappeler ces choses-là. C'est un combat qu'il faut mener. Et vous savez bien que dans le combat culturel, dans le combat intellectuel, les moyens comptent aussi beaucoup. L'Occident détient les grands moyens de presse, elle détient les grands moyens de communication. Et donc, l'Afrique a du mal à se faire entendre. Cela ne doit pas nous empêcher de produire ni de nous battre pour faire connaître nos choses. Il est malheureux que parfois, malheureusement, les Africains eux-mêmes se mettent... des bâtons dans les roues, dans la production intellectuelle. Parce que si on revient un peu au livre, vous parlez, comme on a tout le temps, peut-être un peu trop l'habitude de le faire, le poids du passé, peut-être la colonisation qu'on nous rabâche toujours, la traite négrière. Mais pour l'esclavage, je dirais que le système de la traite négrière, c'est vraiment un système qui a été peut-être unique en Afrique. Mais l'esclavage, c'est quelque chose qui est
commun à tous les pays, à toute l'humanité. À toutes les races. Tout à fait. Et concernant la colonisation aussi, je veux dire qu'il y a des pays d'Asie qui étaient colonisés comme nous et qui s'en sont très bien sortis. Mais c'est quoi le problème en fait avec l'Afrique? La traite négrière d'abord n'a rien à voir avec l'esclavage en tant que tel. C'est quelque chose de différent. En Afrique, pour la première fois dans l'histoire, on vide un continent de masse impressionnante de sa population pour les transférer vers d'autres continents à mettre en valeur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a coûté extrêmement cher au continent africain. Et aujourd'hui, dans le système des Nations Unies lui-même, dans les grands cercles à l'UNESCO et ailleurs, l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité. Je crois que c'est une évolution importante et c'est une rupture même dans l'approche que l'Occident a de l'histoire de la traite des nègres. C'est ce que parfois j'ai du mal à comprendre, parce que parfois on fait comme ça une surenchère de la douleur en disant oui, on a reconnu l'Holocauste des Juifs, nous il faut qu'on reconnaisse. Mais en fait, concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte? Vous savez, l'histoire doit être écrite correctement. Si on ne le fait pas, mais on ne peut pas percevoir l'avenir de façon, disons, judicieuse. Si vous ne connaissez pas votre passé, vous aurez du mal à vous construire un avenir. C'est une question d'identité. Toute construction s'appuie sur l'identité de la personne. Et une identité qui est mal perçue, une identité aliénée, conduit à un avenir vraiment que nous ne souhaitons pas. Vous avez cité tout à l'heure Cheikh Anta Diop. Moi, je suis peut-être un peu pour cette posture-là, c'est-à-dire rappeler l'Afrique du temps glorieux, rappeler l'Afrique des Nubiens, comme le fait souvent De Guitti, l'Afrique de l'Égypte antique. Pourquoi tout le temps se souvenir de l'esclavage, se souvenir de la colonisation? D'abord, je vous ferai remarquer que dans la presse, dans l'histoire occidentale, qui est l'histoire universelle, parce que c'est eux qui ont produit, vainqueurs, quoi, qui ont produit cette histoire-là, ils ne reconnaissent même pas le caractère nègre de l'Égypte. Et ce combat jusqu'ici n'est pas gagné. En fait, l'Occident a voulu nous exproprier même de notre histoire en s'appropriant l'histoire de l'Égypte et en faisant de l'Égypte plus une partie de la civilisation occidentale que de la civilisation nègre. Je crois que ça, c'est des éléments importants. Parce que le combat pour le développement, avant d'être politique et culturel, la Chine a bien compris cela. Et Mao Tse-tung, pour citer quelqu'un que j'aime bien, parce qu'il a mené ce combat-là efficacement, a montré aux Chinois que pour rompre politiquement, pour se développer, il faut d'abord, sur le plan culturel, rompre avec l'aliénation que le monde occidental veut nous imposer. Et je pense que l'Afrique a encore du mal à cela. Aujourd'hui encore, beaucoup de leaders dans nos pays sont aliénés par les modèles occidentaux, par l'histoire occidentale et veulent davantage ressembler à des occidentaux que vraiment s'imprégner de leur propre histoire et construire sur la base du génie de l'Afrique. Votre livre ne parle pas tout seulement de l'Afrique, c'est vrai que vous parcourez l'histoire du monde. C'est vrai. Vous avez aussi parlé des jeunes et des personnes âgées. C'est vrai qu'on dit maintenant, c'est vrai que la jeunesse a une certaine importance, surtout dans les pays comme les nôtres. Mais il est vrai qu'il y a plusieurs siècles, peut-être, que ce concept de jeune n'existait pas, comme vous l'expliquez un peu dans votre livre. C'est vrai, parce qu'à l'époque, tout le monde était jeune. À l'époque où la maladie était, disons, la médecine n'avait pas fait de progrès importants, l'espérance de vie des gens était très limitée, à 35 ans. Quand vous arrivez à 35 ans, vous étiez vieux pour cette époque-là. Aujourd'hui, à 70 ans, on est encore jeune. Et dans quelques décennies, on vivra plus de 100 ans et on se croira jeune encore. On sera jeune pour les décennies à venir. C'est dire que pendant cette période-là, la jeunesse n'existait pas. La personne d'emblée devenait... Peut-être passer de l'enfance directement à l'âge adulte. Voilà, surtout que... Je pense qu'ils étaient peut-être un peu plus responsables. Ils étaient nécessairement plus responsables. La durée de vie est courte, il faut bien remplir cette vie-là. Il n'y avait pas les systèmes d'éducation et tout ça. Le système, même l'école a été créée assez tardivement.
Donc, à l'époque, dès le jeune âge, l'enfant travaillait, il assumait, etc., etc. Parce que j'ai vu un passage qui m'a un peu amusé, c'est quand vous citez Claude Percé, qui disait que du temps du 19e siècle au 20e siècle en France, que les gens se déguisaient à être vieux. Ça veut dire qu'ils ne voulaient même plus être jeunes, ils voulaient sembler plus âgés, qu'ils mettaient une fausse moustache, qu'ils faisaient... C'était une denrée rare. Ouais. Vous savez, le prix, c'est la rareté. Tout ce qui est rare a de la valeur. Le diamant a de la valeur parce que c'est solide, c'est rare, ça dure et c'est rare. Donc, effectivement, à l'époque, pour se faire prendre au sérieux, il fallait quand même se donner un air âgé. Aujourd'hui, ce mythe n'existe plus parce que beaucoup plus de gens sont vieux et les jeunes, au contraire, on a tendance à tout faire d'ailleurs pour donner l'impression d'être jeune. Ouais. Oui, c'est un mouvement de balancier. Tout selon l'époque, les gens se comportent d'une manière ou d'une autre. Vous avez... Oui. Je crois que ce qui est important dans tout ça, au-delà des événements que je rappelle pour, au fond, la culture du lecteur et pour lui donner des informations qu'il n'a pas souvent, parce qu'on ne les trouve pas tout le temps dans la presse, ce qui est important dans ce livre et le combat que je mène à travers ce livre, c'est le combat contre l'afro-pessimisme. Je pense que globalement, nous avons vécu dans un monde ces dernières années, depuis les indépendances, où on a voulu nous donner une idée négative de nous-mêmes, où on a voulu nous faire croire que nous ne pouvions pas faire grand-chose de notre continent et on a voulu nous faire croire que c'était de notre faute que finalement l'Afrique était sous-développée et ne pouvait pas s'en sortir. Or, il y avait des causes structurelles quand même que l'on pouvait comprendre. Or, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, l'Afrique a fait des progrès. Je rappelle dans ce livre que bon, quand on prend le monde au début du XXe siècle, qu'est-ce qu'il y avait en Afrique? Niveau d'éducation, zéro. La santé, c'était des niveaux de santé qui étaient comparables aux sociétés primitives parce que rien de bon ne se passait en Afrique sous ce domaine-là, etc. etc. Bon. En un demi-siècle, cette Afrique qui a dû se battre contre le colonisateur a dû effectivement faire des progrès dans différents domaines. Mais là, vous parlez de l'Afrique après la colonisation, vous ne parlez pas de l'Afrique... Je parle de l'Afrique entre 1900 et 1950 déjà. C'était la colonisation. C'était après la conférence de Berlin. Et le processus d'occupation du continent s'est produit pendant cette période-là. Les Africains ont dû se battre pour s'affirmer. Et en même temps, ils ont été confrontés à la culture occidentale. Ils ont dû maîtriser les moyens techniques que les Occidentaux ont apportés. C'est les Africains qui ont construit les chemins de fer, qui ont construit les villes, etc., etc. Ça a été une marche forcée vers la modernité. Et cette marche forcée vers la modernité a produit chez nous aussi une autre mentalité. Pendant la première moitié du siècle, nous étions aliénés parce que nous percevions ces occupants occidentaux comme vraiment des espèces de démiurges qui avaient toute la puissance dont nous pouvions rêver et il fallait se soumettre à eux pour espérer vraiment trouver sa petite place au soleil. Mais un demi-siècle après cela, d'abord les Occidentaux ont été confrontés à des guerres mondiales. C'est pour ça que j'ai parlé de ces deux guerres mondiales qui sont capitales pour l'évolution du continent africain. Parce que c'est par les guerres mondiales que des Africains sont allés en Occident, qu'ils ont participé à ces guerres, qu'ils ont démystifié l'Occident en voyant sur le terrain comment les gens se comportaient. Et qui sont revenus en comprenant un certain nombre de principes qui étaient à la base des deux guerres mondiales. Patriotisme, nationalisme, disons, la dignité humaine, des valeurs qui étaient en France, en Allemagne ou ailleurs. Et on s'est approprié ces idées en disant mais pourquoi est-ce que c'est valable pour eux et pas pour nous? C'est pendant cette première moitié du siècle que des pionniers comme, dans cette partie du livre, je n'en ai pas beaucoup parlé d'ailleurs, on sait que quelqu'un comme Lamine Arfan Senghor, par exemple, pour un Sénégalais, qui a participé à la Première Guerre mondiale, et d'autres, on parle des tirailleurs sénégalais naturellement, quand ils sont venus chez nous, ils ont contribué fortement à la prise de conscience de nos peuples. Et ça a permis, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été la plus grande hécatombe de l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours, ça a permis, au fond, aux Africains de dire, bon, maintenant, ceux-là qui se font passer pour ceux qui ne sont pas vraiment, n'ont aucune légitimité
à continuer à contrôler nos pays. Ça a été la base des vagues de décolonisation. Et la bataille a commencé pour la décolonisation. Donc, l'Afrique, pendant un demi-siècle, était relativement arriérée et passive par rapport à l'Occident, mais au contact des guerres mondiales et du fait que l'Occident a eu besoin des Africains pour suppléer ses propres carences, cet Occident-là a dû former de plus en plus d'Africains, et ceux-là, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, se sont mis en mouvement pour réclamer vraiment leur part d'humanité, leur part de démocratie et leur droit de choisir leur avenir comme d'autres choisissaient leur avenir par la lutte armée éventuellement ou par la guerre si c'était nécessaire. Et je pense que ce qu'il est important de retenir, c'est qu'à partir de 1945, dans ce combat pour l'émancipation des peuples africains et des peuples noirs, de grands progrès vont se faire en Afrique. C'est surtout à ça que je voulais en venir. De grands progrès vont se faire. En moins de 50 ans, une région du monde comme l'Afrique, où l'école était quasiment inexistante, où vraiment les gens étaient pratiquement réduits à l'esclavage. Dans cette région du monde, les gens ont commencé à aller à l'école, ils ont réclamé leurs droits, ils se sont organisés au plan syndical, ils se sont organisés au plan politique, ils se sont émancipés pour devenir indépendants. En un demi-siècle, ils ont parcouru un chemin colossal que les gens veulent, disons, continuer de sous-estimer. Je dis que les progrès que nous avons faits entre 1950 et 2000 sont des progrès extrêmement importants. Et nous constatons aujourd'hui, en 2011, que nous allons encore plus vite. Alors que l'Europe régresse. J'ai fait un article il n'y a pas longtemps où je disais ils nous ont envoyé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans les années 80. Aujourd'hui, quand ils le faisaient, ils ne pensaient pas que ce FMI et cette Banque mondiale allaient régler les problèmes de l'Europe. Allaient régler leurs problèmes. Donc nous avons servi de cobaye d'une certaine manière. Mais les fautes que nous avons faites il y a 20 ans, paradoxalement, se retrouvent aujourd'hui dans les pays occidentaux. Les pays émergents ne sont pas tous africains. Il n'y a pas beaucoup d'Africains parmi les pays. Il n'y a pas beaucoup d'Africains. C'est des pays asiatiques, peut-être un peu les pays d'Amérique du Sud. C'est vrai, parce que ce qui s'est passé, c'est que l'Afrique avait du retard par rapport à ces autres régions. N'oubliez pas que les civilisations asiatiques sont des civilisations anciennes qui disposaient de l'écriture, qui avaient des États structurés, qui avaient... Les civilisations africaines aussi. Non. L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali. Tous ces États ont été très instables. C'est des États qui ont existé. Il n'y avait pas une écriture réellement pour cimenter cela. Il n'y avait pas des technologies aussi avancées que dans les autres régions du monde. C'était des retards. Nous avons eu des retards objectifs pendant toute cette période du Moyen-Âge africain jusqu'à la rencontre avec le colonisateur. Et ce retard, c'est celui-là que nous nous sommes efforcés de rattraper au cours de cette deuxième moitié du XXe siècle. Et je pense que nous avons fait des pas importants que nous ne devons pas sous-estimer. Aujourd'hui, des pays africains sont en train de connaître une croissance économique significative. Tout le monde le reconnaît. Mais malheureusement, faute d'unité de nos pays, nous allons avoir des problèmes. Parce que même après les indépendances, peut-être qu'on était bien parti avec certains leaders que vous avez cités dans le livre. Je veux parler de Kwame Nkrumah, il y avait Lumumba, il y avait Cheikh Anta Diop ici, peut-être que... Mais je pense qu'on a fait un faux départ, en fait. On a fait un faux départ, mais en même temps, bon, vous savez, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas sauter les étapes. Le colonisateur a utilisé le principe que tout le monde connaît, divide and rule, diviser pour régner. Ils se sont tous efforcés de faire en sorte que nos pays soient balkanisés, ou même quand ils ne sont pas balkanisés, ils ont créé tellement de divisions à l'intérieur des pays qu'un grand pays comme le Congo belge à l'époque, devenu le Congo-Kinshasa, n'a jamais pu vraiment être une entité réelle. Le combat continue encore de nos jours pour faire du Congo-Kinshasa un pays réel. Mais vous, dans tout ça, regardez le Nigeria. Où est-ce que vous tirez votre optimisme, comme vous dites? Je tire mon optimisme du fait que malgré ces difficultés, qui sont normales par ailleurs, je dis que c'est normal par ailleurs, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer parce que malgré tout cela, beaucoup de pays aujourd'hui se sont mieux organisés, sur le plan économique font des progrès avec des taux de croissance importants. Dans les différentes sous-régions, les pays s'organisent en entités sous-régionales qui ont conscience du fait qu'elles doivent se retrouver et s'unir
pour pouvoir relever ensemble le défi de l'avenir. Je crois que c'est une prise de conscience qu'on ne peut pas négliger. Qu'est-ce que vous en pensez un peu, Mamadou Tounkara, du livre de M. Savané? Oui, moi je trouve que le livre est très informatif. Il m'a rappelé deux ouvrages. Biographie du XXe siècle de Roger Garaudy et aussi Mon tour du siècle en solitaire de Roger Garaudy. C'est à peu près la même approche où il donne un panorama assez complet des différentes réalisations techniques, technologiques qui ont été réalisées au cours de ce siècle. Alors donc, une autre remarque sur de forme, il y a très peu de notes de bas de page. Je ne sais pas si c'est une option délibérée, il y a beaucoup d'informations que vous donnez, mais elles ne sont pas sourcées. Ici, il y a une source, il y a à la fin une bibliographie sur les différentes questions. Dans le texte lui-même, ça ne renvoie pas à ça. Oui. Bon, je renvoie, c'est une option. Très bien. Les documents, comme je montre, j'ai utilisé les sources les plus officielles, celles des Nations Unies, pour éviter d'avoir vraiment à revenir là-dessus. J'ai donné les textes des Nations Unies auxquels vous pouvez se référer pour avoir l'ensemble des informations. Alors, moi, maintenant, dans le fond, je ne sais pas, c'est comme si l'ouvrage est écrit, à mon humble avis, par quelqu'un qui se place vraiment d'un point de vue occidental de l'histoire. J'ai l'impression que c'est vraiment l'histoire de l'Occident, le XXe siècle, c'est le siècle de l'Occident, et les choses sont vraiment prises sous l'angle vraiment occidental. J'ai l'impression que quand vous parlez même de la vieillesse, par exemple, à la page 83 par exemple, vous dites... la personne âgée de plus de 60 ans, elle a terminé en principe sa vie active. Cela, c'est vraiment, j'ai l'impression, la vieillesse européenne surtout. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, par exemple, ça ne se passe pas comme ça. On a par exemple le sénateur Robert Byrd, qui est sénateur de la Virginie occidentale, qui était sénateur de la Virginie occidentale jusqu'à 83 ans. Hélène Thomas, qui était correspondante à la Maison-Blanche depuis Eisenhower, qui était là-bas jusqu'à 91 ans. Et aux États-Unis, on est vraiment beaucoup plus, on est actif jusqu'à plus de 60 ans. Et même au Sénégal aujourd'hui, on parle de la retraite à 65 ans, etc. Donc, j'ai l'impression que... on va laisser M. Savané répondre. Voilà, il y a une certaine trame très européenne dans l'ouvrage. La trame n'est pas européenne à mon avis. Vous savez, il y a des règles. L'espèce humaine est unique. Pour tout homme, il y a une enfance, une période adulte et une vieillesse. Ça, ce n'est pas occidental. Et pendant la période de vieillesse, on a une activité réduite. C'est des phénomènes biologiques. On en parle beaucoup au Sénégal actuellement d'ailleurs, de l'âge. Bon, pour les politiciens, il n'y a pas souvent d'âge. On refuse la retraite. Mais il y a une retraite et bon, suivez mon regard, comme dirait l'autre. Bon, ceci dit, même dans les personnes dont vous avez parlé, ce n'est pas par hasard qu'elles sont des politiques. Parce que les politiciens n'acceptent pas souvent, comme les journalistes, dans l'activité intellectuelle, on peut, au-delà de l'âge de la retraite, qui est un âge, disons, réglementaire, légal, etc., on peut continuer son activité. Les acteurs, ce sont des privilégiés dans la société. Mais la grande masse des gens, effectivement, à partir d'un certain moment, aspirent à se reposer après une période de vie très intense. Et à ce moment, on se consacre à d'autres choses, etc., etc. Bon, donc je ne pense pas que ce soit une approche occidentale. Moi, je suis originaire d'une zone qui est essentiellement rurale, la Casamance. J'ai vécu et je continue d'y aller régulièrement. Les personnes âgées, ici, chez nous, elles ont beaucoup plus de respect que les personnes en activité normale. Mais on les suit, on s'en occupe et elles sont quand même... on les invite à se reposer et à profiter
de cet âge pour se consacrer à votre décharge, c'est que nous, on n'a lu que la moitié du livre, hein, je rappelle, parce que nous n'avons que la partie 1. Oui, donc c'est vrai que... Ceci dit, même par rapport à cette première partie, il faut dire que l'âge est quand même un frein à l'activité et il y a un tournant dans la vie où il faut avoir moins d'activité et profiter davantage de ce troisième âge, comme on l'appelle. En Occident, c'est différent de ce qui se passe chez nous, parce que chez nous, d'abord, il ne faut pas oublier que l'activité légale, l'activité moderne est très limitée. Il y a beaucoup moins de gens chez nous qui sont ouvriers, qui sont ceci. La grande masse des gens, c'est des paysans ou c'est des gens qui travaillent dans le secteur informel qui ne savent même pas ce que c'est que la retraite, parce qu'il n'y a pas de droit à la retraite ici pour ces gens-là. Et qui sont obligés de continuer le commerçant, etc. Nous sommes un peu rattrapés par le temps, donc on va essayer de conclure rapidement. Madame Benga, vous avez peut-être... Ouais. Y a-t-il une différence? Ouais. Madame Benga, allez-y tranquille. Sinon... Les fous sont dans vos histoires. Mais on ne raconte pas nos histoires. Et tous les histoires tourneront à la gloire des personnes qui se croient. Malin. La société dafa mel ni soos ba fu la neex tapé cappal ci courant bi doo fa fekk dara bu ragal cappal mais attention à son retour de l'électrocuteur cher. La vie n'est pas chère. Rawatina les fournitures, il faut demander aux parents. Demande aux parents, les fournitures sont chères. Merci de sacrifier l'éducation des enfants. Merci. 40%. Tax ngeen di débrailler, il faut brailler. Mais attention, yéen a ni réew bu dee garab xale yaa ngi reñe jarul ñu leen di suuxat ndax garab gi day ruus bu ci xar meññeef vu que quotidien sénégalais ça tourne en bégayant probabilité bi boo ko tegee ci problématique bi doo xalaate njogonal. yow de yaa ngi njogonal yow. rawatina reer. ndax joxe woon dépense. dund bu doy. mënut a am ndax nelaw yeeg ñàkk nelaw ak xalaat yu bari balaa moo am nga daal di faatu. mbaa tudd nga faatu. Le grand rendez-vous. Vous ne respectez pas les rendez-vous. Mais la jeune fille était au rendez-vous. Devant l'oreille. Elle ignorait. di ma ignoré jóge ci ful bi ñëw vers moi allô Massamba raccroché ko au nez mu woo Abou Diop dugg bool ma kaw allô Abou j'ai pas vu mes règles tu me rappelles c'est urgent parce que tu n'étais pas en règle maa ko wax ignoré fil bi tege ni man fa ma tëdd man ignoré wu ma la woon gars yi ñoo ko tabaskee ndax lan gani laa
cheveux naturel jox ma jëli sama ñaw jigéen ak xaru tabaskee yam tant que imam bi xutba wu la waroo tuur sa deret Ça, c'était une intrusion de El Hadj Boubacar Diallo, qu'on applaudit encore. Le fou dans la foule, comme il s'appelle. Donc, comme je disais, on était en train de voir avec Sokhna Benga. Je ne sais pas si vous pouvez aller très rapidement, parce que là, on a été rattrapé par le temps. Et on veut vraiment parler de l'album de Deguiti. Je pense que Mamadou a volé une partie de mon temps, mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, je voulais juste encourager M. Savané, parce que on a très peu l'habitude de voir les hommes politiques écrire. Surtout que par cet écrit, on découvre une face différente de celle de l'homme politique qu'on voit tout le temps, et qui, en fait, nous montre qu'on est face, que l'espoir est bon. Que l'espoir est bon parce que l'espoir et le rêve sont à la base de toutes les belles réalisations sur cette terre, et que l'Afrique aussi a besoin d'espoir pour pouvoir aller de l'avant. Comme vous dites, l'afropessimisme n'est pas la solution. La solution, c'est de pouvoir se tourner vers la culture, une culture de développement. C'est pouvoir croire en notre jeunesse, qui est quand même la richesse essentielle de notre continent. C'est de croire en la communauté, parce que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, les sociétés sont en train de se déliter, les relations humaines sont en train d'être oubliées. On pense que c'est l'individualisme qui est la solution. Et vous nous dites dans votre livre, même si on est resté sur notre faim avec cet homme 1, vous nous dites que l'optimisme doit être là, doit être cultivé, et que peut-être derrière l'optimisme, il y a le travail. Et surtout l'espoir en la femme africaine aussi. Oui. C'est comme ça un peu qu'il conclut. Derrière l'optimisme, il y a le travail. Et aussi, il y a un élément important que je voudrais aussi rajouter, qu'il faudrait qu'en Afrique, qu'on puisse régler notre problème avec le temps. Merci. Je soutiens. Je sais qu'on va terminer avec M. Savané, mais on saurait terminer sans une petite note politique peut-être. Parce que moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est, je pense que vous êtes candidat pour la présidentielle de 2012. J'espère bien, parce que cette présidentielle se présente dans des conditions tellement chaotiques et inimaginables. Tout à fait, parce que même au sein du Benno, moi, c'est ce que je n'ai pas peut-être bien compris, peut-être parce que je suis un profane, pourquoi j'ai l'impression que vous êtes tombé dans un piège, le piège de la candidature unique, alors qu'on va vers une élection à 2 tours. Pourquoi vous êtes tombé peut-être dans ce piège-là? Pourquoi vouloir coûte que coûte avoir un candidat unique? J'ai dit il y a 1 an, j'ai écrit un article, j'espère que certains l'ont lu, dans la presse, où je disais que la bonne stratégie électorale, c'est la stratégie fondée sur le pluralisme des candidatures. Plusieurs candidatures, ceux qui estiment que vraiment ils doivent se faire entendre, doivent avoir la possibilité d'être des candidats tant qu'il y a 2 tours aux élections. Et c'était le cas. À un moment donné, on avait peur qu'on nous fasse un vilain tour en supprimant le premier tour. Mais dès lors que les 2 tours sont là, tous ceux qui veulent être candidats doivent pouvoir être candidats. Et au 2e tour, mais il y aura les 2 qui restent. Et chacun choisira son candidat en fonction de ça. Et on aurait gagné du temps. Et on se serait consacré à ce moment-là aux questions importantes que sont le contrôle des élections. Et vous aurez gagné en crédibilité. Sur lequel on n'a pas travaillé. Et on aurait, enfin, les partis qui sont impliqués auraient gagné en crédibilité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils apparaissent comme quelque part des naïfs qui ont cru en une affaire qui ne peuvent pas concrétiser. C'est dommage, mais j'espère qu'il n'est pas trop tard. Le plus important au-delà de ça, c'est qu'il y ait des élections. Que les Sénégalais choisissent un autre président et que cet autre président soit assez lucide pour faire preuve d'ouverture et savoir que le Sénégal n'appartient pas à une personne, il n'appartient pas à une famille, il appartient aux 12, 14 millions de Sénégalais qui seront là
et qu'on doit pouvoir travailler ensemble à transformer ce pays qui a d'énormes potentialités et qui peut aller loin. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Merci beaucoup, M. Landing Savané, vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous tous, et en particulier à ceux qui sont donné la peine de lire ce livre. Mais il a raison de parler de ce que je pense de la femme africaine, parce que je pense qu'elle peut apporter beaucoup dans le développement de nos pays. Et déjà au quotidien, elles apportent beaucoup, même si c'est de façon parfois invisible. Merci à vous. Oui, mais vous allez rester un peu avec nous. Bonne continuation.